Chers amis du Club des Hommes en Noir et de l'Homme Nouveau, je vous propose de suivre dans un instant une émission absolument passionnante sur le thème du terrorisme intellectuel. Nous avons réuni deux spécialistes. D'une part, Jean Sévillat, auteur des Habits neufs du terrorisme intellectuel, livre qui vient de paraître aux éditions Perrin, et Mathieu Bock-Côté qui en a réalisé la préface. Et tous les deux nous apportent leur expertise de ce phénomène intellectuel médiatique qui disqualifie socialement, médiatiquement et même de manière beaucoup plus large. Et nous allons essayer d'en voir avec eux à la fois la réalité aujourd'hui, les racines historiques et les moyens de s'en prémunir. A tout de suite. Jean Sévillat, Mathieu Bock-Côté, bonjour. Merci d'être au micro de l'Homme Nouveau et du Club des Hommes en Noir pour parler avec vous tous les deux du terrorisme intellectuel après la publication de l'ouvrage de Jean Sévillat, dont je rappelle le titre, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, que vous avez préfacé, Mathieu Bock-Côté, et qui a été publié par les éditions Perrin. Alors si vous voulez bien, tous les trois, nous allons essayer, et surtout tous les deux, vous allez essayer de permettre de mieux saisir ce qu'est ce terrorisme intellectuel. Et je me tourne évidemment peut-être tout d'abord vers Jean Sévillat, parce que récemment, vous avez débattu sur le Figaro TV avec Geoffrin qui a contesté d'emblée l'utilisation de ce terme terrorisme intellectuel, sous prétexte qu'il n'y avait pas de mort. Et de ce fait, qu'est-ce que le terrorisme intellectuel ? Alors j'assume totalement ce terme de terrorisme intellectuel parce que le terrorisme peut être non sanglant. Le terrorisme intellectuel, c'est un procédé qui consiste à éviter de débattre des sujets de fond en disqualifiant son contradicteur, son adversaire. Donc on le traite de fasciste, de nazi, d'extrême droite, de raciste, de colonialiste, d'homophobe, de transphobe, etc. Ça, c'est les formules les qualificatifs les plus récents. Voilà. Donc c'est une manière de tuer le débat. Mais en tuant le débat, en fait, on veut tuer l'autre. On veut tuer l'autre socialement. Voilà. Alors quand Geoffrin m'a dit « mais non, ça n'est pas vrai », etc., il y a des exemples en permanence. Mon livre en est plein, et l'actualité, on en a un cas toutes les semaines, peut-être pas tous les jours, mais encore que. Enfin bon, on va prendre un seul exemple récent, voilà, récent la date à laquelle cette vidéo est enregistrée. Voilà, c'est l'histoire. Un livre qui est programmé aux éditions PUF sur le wokisme, qui est déprogrammé par l'éditeur qui avait pourtant validé le manuscrit, et qui est un livre qui n'est pas un livre de combat intellectuel, de débat, mais enfin publié uniquement par des universitaires ou des scientifiques, enfin des scientifiques dans leur domaine, quoi. Je veux dire, c'est pas un livre de polémiste. Le livre, tout ça parce que Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, éminence grise ou noire plutôt de l'historiographie dominante, a décidé qu'il était intolérable, décrété au cours d'un colloque qu'il était intolérable qu'une maison comme les PUF, la vidéo a couru partout, il prend un air exalté, tellement il est indigné, l'idée que les PUF, l'idée que les universitaires ont pu traiter du wokisme, puisque le wokisme, évidemment, ça n'existe pas, c'est une panique morale, une invention de la droite. Et donc ce livre a été programmé parce que le malheureux directeur des PUF, ayant peur pour sa maison, voilà. Donc c'est exactement le terrorisme intellectuel. Je veux dire, ça consiste à... On veut tuer, en l'occurrence, les auteurs, on veut leur tuer. C'est la mort sociale de l'auteur, c'est la mort sociale du débat, et c'est la mort sociale d'écrivains, de penseurs, etc., qui ne pensent pas selon les cadres de la pensée dominante. Donc moi, j'assume totalement ce terme de terrorisme. Il ne fait pas couler le sang, on ne coupe pas les têtes comme en 1793, on coupe le micro. Il y a toujours quelque chose qui est coupé. Vous assumerez, Mathieu Bock-Côté, vous aussi, ce terme de terrorisme intellectuel ? Alors, bien évidemment. En fait, pour moi, je m'inscris dans la suite de la réflexion de Jean Sévillat, mais c'est une technique, en fait, de confiscation du débat public par l'éradication de ses contradicteurs, avec la volonté de le chasser, non seulement à l'extérieur du périmètre de la respectabilité, mais de faire en sorte de transformer l'autre en figure, une forme d'incarnation du mal. Et moi, je le vois par exemple autour du concept d'extrême droite qui me fascine. On va dire de quelqu'un qui est d'extrême droite.
Mais là, une fois qu'on est marqué à l'extrême droite, peut-on s'en sortir? C'est comme si on était marqué à jamais par ce terme qui a une dimension presque luciférienne. Je me souviens d'un débat qui touchait Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune au moment de leur passage au JDD. L'AFP fait un communiqué pour dire Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas marqués à l'extrême droite. Alors j'avais écrit un mot à l'AFP qui ne m'avait pas répondu en me demandant pourrais savoir qui est le marqueur et quels sont les critères qui permettent de marquer quelqu'un là ou non. Alors moi, j'y vois, c'est une méthode de terreur assez classique, c'est-à-dire qu'on colle une étiquette à quelqu'un de manière à l'infréquentabiliser, de manière à envoyer le signal à tous que si vous vous rapprochez de cette personne, vous porterez aussi cette étiquette d'une manière ou de l'autre. C'est une technique d'isolement social. Ça vise aussi à créer un environnement qui pousse à l'inhibition généralisée des idées à l'extérieur de la doxa. Donc vous comprenez que si vous dites, je sais pas, on est dans une période où il faut dire A et vous dites non A, vous comprenez que le prix à payer sera élevé. Et ça prend des formes très concrètes aujourd'hui, c'est-à-dire parce que l'éventail des moyens du terrorisme intellectuel, ça va de la campagne de diffamation, de diabolisation publique, jusqu'à quelquefois la persécution bancaire, en passant par les procès à répétition devant les tribunaux pour délit d'opinion, sans oublier le fait que certaines conférences puissent être annulées et les organisateurs comprennent partout qu'on ne pourra pas réinviter cette personne-là parce que le prix à payer chaque fois est trop élevé. C'est évidemment aussi une confiscation du récit public de telle manière à présenter certains comme, je le disais, la présence du diable dans la cité. Donc si ces gens, on s'en rapproche, on peut à la rigueur en parler. On peut parler d'eux, mais on ne doit pas leur donner le micro. Ce qui fait que, par exemple, sur le service public, mais pas seulement, si on invite certaines personnes qui sont marquées du sceau de l'extrême droite par les experts, par exemple, les experts autoproclamés de l'extrême droite, si vous invitez ces gens, dès lors, c'est comme si vous avez permis à une parole toxique de s'infiltrer dans le débat public autorisé. On craint dès lors un effet de contamination, donc il faut excommunier, en quelque sorte. Il faut, je ne sais pas excommunier, pas excommunier, pardonnez-moi, exorciser. Donc, on dit extrême droite, et là, on répète sans cesse extrême droite, extrême droite, extrême droite, pour chasser le malin le plus possible du périmètre des gens autorisés. Et ça fait en sorte que c'est un débat public où il est possible, en fait, de remettre en question l'interprétation du dogme, mais il n'est pas permis de contredire les fondements du dogme dans le débat public. Et ça traverse l'histoire En fait, ça remonte très certainement à la Révolution, mais ça se rend jusqu'au temps présent. Et tous ceux qui s'imaginent que le terrorisme intellectuel ne fonctionne plus sont en fait normalement des gens qui ont l'habitude de le pratiquer. Et pourtant, oui, justement, ces gens disent clairement, Jean Sévilla, vous avez la parole, vous publiez chez un grand éditeur qui est vraiment sur la place publique parisienne, les éditions Perrin, donc Mathieu Bocoté, c'est pareil, vous avez antenne ouverte, vous intervenez ici ou là, vous publiez par ailleurs, vous êtes dans plusieurs journaux, l'un et l'autre, on ne peut pas dire que vous subissez le terrorisme intellectuel. Vous avez libre parole, sans jeu de mots. Oui, mais alors les exceptions ne confirment pas toujours la règle. Je veux dire, d'abord, Mathieu est arrivé en France à peu de choses près au moment où se constituait, grâce à Vincent Bolloré, capitaine d'industrie auquel il faut rendre hommage, un groupe médiatique qui lui a ouvert qui lui a donné la place qu'il méritait, à mon avis, ce qui est mérité par son talent. Quant à moi, j'ai eu de la chance toute ma carrière professionnelle s'est faite dans le même journal, Le Figaro Magazine, qui, dès sa fondation, se voulait être un journal de contre-courant et qui, même à une époque, était pionnier dans ce domaine. Au début des années 80, Le Figaro Magazine était le grand journaliste qui faisait réagir et qui était même plus, on va dire, plus à droite, il faut prendre des étiquettes comme ça, que le Figaro lui-même. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, et j'ai fait toute ma carrière là et j'ai eu la chance de toujours... Le Figaro Magazine n'a jamais dit la pensée de Jean Sévilla et la pensée officielle du Figaro Magazine, mais on m'a jamais reproché d'avoir la pensée. Voilà, jamais eu de souci à l'intérieur de la maison qui m'a employé et qui m'emploie encore aujourd'hui. Donc voilà. Mais nous sommes, d'une certaine manière, des exceptions. Je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est la réalité du paysage médiatique, la réalité du paysage. Pour prendre l'exemple de CNews, qui est devenu une sorte d'objet fantasmatique à gauche, puisqu'on a pu compter les unes ou les dossiers de Libération, de l'Obs, etc., du Monde sur CNews, l'Empire réactionnaire, du milliardaire ultra-conservateur, etc. Enfin, CNews, c'est très bien, mais c'est à la louche 3% du paysage médiatique.
c'est très très bien. Mais enfin, le service public français, c'est 22% du paysage médiatique. Et sur le service public français, évidemment, il y a des films, il y a aussi de l'information. Et l'information, elle est dominée par des éditorialistes et des commentaires qui sont orientés à gauche. Donc je suis désolé, la puissance médiatique reste politiquement orientée en France, alors que nous sommes un pays de tradition démocratique avec une droite et une gauche, qu'aujourd'hui d'ailleurs dans l'opinion la droite est plus importante, mais enfin il y a une disproportion, on sait très bien qu'il y a des études qui ont été faites, des sondages, enfin, plus de 70% des journalistes votent à gauche. Je dis que c'est leur droit, hein, dans la mesure où on est dans un système démocratique, en tant que citoyens français, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais enfin, quand toute une profession est aussi massivement orientée, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le contenu de l'information. Et on pourrait dire la même chose de l'éducation nationale, on pourrait dire la même chose de toutes les grandes institutions culturelles, on pourrait dire la même chose de l'université, on pourrait dire la même chose du milieu de la recherche scientifique, on pourrait dire la même chose de la magistrature. C'est-à-dire toutes les institutions qui, dans la société, informe au sens thomiste du terme, c'est-à-dire donne sa forme à la pensée des citoyens depuis l'enfance à l'école jusqu'à leur âge adulte, tout ça est massivement orienté idéologiquement. Donc, ce sont des vecteurs du terrorisme intellectuel. Et là, ce que vous pointez, c'est plutôt une lutte et une désinformation qu'un terrorisme, parce que si j'ai bien compris, le terrorisme intellectuel, c'est un processus qui disqualifie en fait socialement et médiatiquement. Nous sommes bien d'accord, mais enfin la frontière est proche. Hein. Je veux dire, désinformation et terrorisme intellectuel, c'est comme le terrorisme intellectuel est la pointe ultime de la désinformation en quelque sorte. Est-ce que par exemple, puisque vous avez parlé de Boucheron, enfin de Patrick Boucheron et de cet épisode des PUF, il y a un autre épisode qu'on a vécu récemment au moment où nous enregistrons. C'est la sortie de Jean-Michel Apathy sur l'Algérie, sur la présence française en Algérie et sur le rapport qu'il a établi entre Oradour-sur-Glane et des Oradour-sur-Glane qui auraient eu lieu à travers la conquête française de l'Algérie. Est-ce que là, c'est un processus juste de désinformation historique sur lequel vous avez travaillé, Jean Sévillia, ou ça doit aller jusqu'à imposer une doxa médiatique qui disqualifiera par la suite ceux qui penseraient autrement ou qui auraient un discours différent? Il y a à la fois la désinformation dans ce type d'information et le terrorisme intellectuel, parce que rapprocher l'action de l'armée française en Algérie au moment de la conquête, qui n'y est pas allé avec l'eau de la cuillère. Hein. Attention, voilà, c'était l'époque, on faisait des guerres de conquête, c'est les pratiques de l'armée napoléonienne et qui étaient elles-mêmes inspirées des méthodes de l'armée de la Convention. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait en Algérie ce que les armées de la Convention, c'est pas politique correct de le dire, mais on fait en Vendée en 1793-1794. C'est quand il y a une armée puissante qui a affaire à la guérilla, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas de distinction entre le civil et le militaire. Il n'y en a pas d'ailleurs dans ce genre de situation. Et donc, c'est vrai on y va au canon ou au fusil, et voilà, c'est évident que la guerre de conquête faite par l'armée française est extrêmement dure. Mais, étant donné, comparé à Oradour-sur-Glane, qui est un crime nazi, et étant donné la place symbolique et politique qu'a pris le nazisme dans la pensée du XXe siècle post-nazisme, le nazisme, c'est le mal absolu. Je le pense aussi, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais donc, rapprocher l'idée de ces guerres de conquête coloniales, sans doute dures, mais qui sont des guerres napoléoniennes après tout, même si c'est après Napoléon, du nazisme, c'est diaboliser l'action colonisatrice elle-même. Alors, elle a été dure, mais ça n'est pas comparable à l'action génocidaire accomplie par les nazis, notamment à l'égard du peuple juif. Le nazisme, c'est le moyen de disqualifier? Tout rabat vers le nazisme. Alors, comme Jean Sévillia, je tiens pour acquis qu'il s'agit aussi du mal ultime, mais le fait est que l'épisode Jean-Michel Apathy n'est pas particulièrement original. Et je m'explique. Regardez l'ensemble des politiques de lutte contre la discrimination ou des politiques antiracistes dans l'ensemble du monde occidental. Au Québec, au Canada, en Grande-Bretagne, en Écosse, les politiques de l'Union européenne, il y a toujours le même récit qui nous est proposé. La petite section historique qui précède les politiques publiques.
Donc ça commence en disant l'expansion européenne, à partir de 1492, permet à la civilisation européenne de se déployer dans une logique suprémaciste à travers le monde. Se déployant dans une logique suprémaciste à travers le monde, elle construit l'autre à la manière d'une altérité inférieure. Le désir de domination culmine alors dans une volonté d'éradication de l'autre, et cette volonté d'éradication de l'autre va culminer avec l'Allemagne nazie, qui est le point d'aboutissement de l'expansion coloniale à partir de 1492. Donc de Christophe Colomb à Himmler et à Hitler, il y a une continuité. Ça, ce récit-là, il est présent, il est normalisé depuis longtemps dans les politiques publiques un peu partout en Occident. Donc ça témoigne de l'emprise, par ailleurs, d'une certaine lecture de l'histoire, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'usage politique de l'histoire en ces matières, l'usage de politique publique. Donc ce récit est partout présent. Il fonde ensuite une sociologie dite antidiscriminatoire, qui fonde ensuite des techniques d'ingénierie sociale, qui fonde par ailleurs un travail de rééducation des populations, qui fonde une volonté de reconstruire la conscience historique sur le mode de la réécriture culpabilisante du monde occidental. Donc quand Jean-Michel Apathy dit « l'armée française, en fait, prépare le nazisme en Algérie », il ne dit rien qui n'a pas déjà été dit 100 fois. Ce qui est fascinant, ce qu'avait dit, soit dit en passant de mémoire, Olivier Lecourt-Grandmaison dans Coloniser, exterminer. Donc, ce qui est fascinant, c'est que là, il y a eu une réaction. Bon, ben, très bien. Donc là, il y a eu une réaction comme une espèce d'instinct de survie devant un propos qui vise bien évidemment, au terme de cela, c'est la disqualification de tout sentiment national, parce que dans la même logique, le sentiment national conduit encore une fois au Troisième Reich. Donc ça, ce sont des méthodes assez pour les Occidentaux. Il est permis chez les autres. Donc il y a une logique qui se déploie. Par ailleurs, ce qui me frappe, et ça c'est avec le temps, c'est de l'usage de l'histoire dans l'exécution publique de son contradicteur. Regardez au moment des législatives de 2024, alors on est dans une séquence politique, on pourrait se dire qu'il y a 3 blocs globalement, il y a différents courants politiques qui sont constitués, mais il suffit, puis plusieurs, notamment dans le coin du RN et tout ça, se disaient, ça ne fonctionne plus la diabolisation. Ça ne fonctionne plus le terrorisme intellectuel, globalement. Ils étaient persuadés d'avoir gagné leur galon de respectabilité. Ah ben, il suffit que soudainement le système se sente menacé pour, on pèse sur le bouton rouge de la machine à diaboliser fonctionne et immédiatement tout se remet en marche avec une efficacité redoutable. Donc on n'a pas devant soi des adversaires, on a des ennemis, on n'a pas seulement des ennemis, on a des ennemis de l'humanité. Au nom de la démocratie, il est donc possible et légitime de multiplier les mesures d'exception pour empêcher ces gens d'accéder au pouvoir ou s'en rapprocher. On réaccède la mythologie de Weimar, encore une fois. On dit que la démocratie peut conduire les antidémocrates au pouvoir, donc on ne doit pas leur permettre de le faire. Et qu'est-ce qu'on voit partout dans le monde occidental aujourd'hui, encore une fois, avec cette idée que la démocratie ne doit plus, doit être vigilante et ne doit pas s'ouvrir aux forces dites antidémocratiques. Et à quoi reconnaît-on un antidémocrate? Il critique le gouvernement des juges, il défend la souveraineté nationale, il n'est pas nécessairement sympathique à l'Union européenne. Dès lors, on mobilise la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, pour disqualifier tous ceux qui remettent en question l'orthodoxie diversitaire et mondialiste des temps présents. Donc ces mécanismes fonctionnent encore très très bien. Et de ce point de vue, nous n'avons plus de conscience historique par ailleurs que de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très particulier. L'histoire occidentale tient seulement dans la Deuxième Guerre mondiale. On oublie par ailleurs que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Occident aussi qui a vaincu les nazis. À ce que j'en sais, le Canada, le Québec à sa manière, indirectement, les États-Unis, les Britanniques, la résistance française. Beaucoup de gens ont lutté contre le nazisme. Et c'était pas des prix 68 heures en culotte courte. Donc là, à un moment donné, il y a une forme de folie, de falsification de la mémoire, falsification de la conscience historique qui pèse encore sur la vie politique ordinaire. Est-ce qu'à sa manière, pour faire le rapport entre justement l'histoire et toutes ses conséquences et notre actualité un peu plus immédiate, est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec cette brusquerie aussi qui le caractérise, ne va pas entraîner une certaine décomposition de ce processus de terrorisme intellectuel? Moi, je pense que c'est l'inverse. D'ailleurs, je vois que ça s'ébauche déjà. Trump va les rendre fous. Voilà. Trump fait Vance. Parce qu'ils sont persuadés que c'est une résurgence du fascisme éternel, du nazisme éternel. Et je pense qu'au contraire... alors évidemment, Trump fait Vance sur... Alors, par ailleurs, en tant que Français, moi, je n'attends strictement rien des États-Unis, et on le voit bien. Je veux dire, ils se contrefichent de nos intérêts nationaux, et donc il y a une certaine droite qui est très enthousiasmée par Trump. Je ne le suis pas. Moi, je suis un patriote français, et je vois bien que
qu'on n'a rien à attendre, aucun cadeau à attendre des États-Unis aujourd'hui. Mais, alors évidemment, il y a quand même le côté positif, c'est-à-dire que les coups qu'ils donnent au wokisme aux États-Unis, quelque part, on entend un certain propos à la tête de l'exécutif américain qu'on aimerait entendre aussi en France. Voilà, donc ça c'est sympathique. Mais par ailleurs, justement, on voit bien la réaction de la gauche. Trump est devenu, il a remplacé, je dirais, Le Pen dans l'imaginaire du mal en France. Hein, c'est la figure du mal. Et je veux dire, Trump est en train de les rendre fous. Et je veux dire, au contraire, tout va se raidir parce que par une sorte d'antifascisme projeté qui est devenu un espèce d'antifascisme international, c'est-à-dire que l'Atlantique ne compte plus, il y a une sorte de continuum du territoire américain au territoire français, et donc ils sont tous en résistance contre Trump. Je veux dire, le monde résiste contre Trump, le Nouvel Observateur résiste contre Trump. Je pense aussi qu'on a résisté contre Trump, mais pas cette façon-là, pas sur ce plan-là. Donc je pense qu'au contraire, et on a déjà commencé à voir ça, je veux dire, on lit des choses totalement délirantes depuis 2 mois, et donc je pense qu'au contraire, le terrorisme intellectuel va se raidir, et que donc le phénomène n'est pas du tout terminé. Je suis absolument d'accord. Je pense que le régime diversitaire européen, le régime européen voit cela, et là, une crise de panique. Et la crise de panique, la suite, c'est qu'il faut à tout prix éviter que ça arrive ici. D'autant que l'Europe, par ailleurs, ajoute à cela la dimension russe. Donc là, désormais, c'est assez fascinant, en fait. Pour nous empêcher de nous trumpiser, eh bien, il faut empêcher les propos haineux. On avait déjà compris, par ailleurs, rentre dans la catégorie des propos haineux tout ce qui contredit explicitement le progressisme. On nous expliquait que les réseaux sociaux devaient lutter contre la désinformation, et on aura compris qu'on nomme des informations toutes mises en récit des événements qui n'est pas conforme à l'orthodoxie. Ajoutez à ça la dimension russe, désormais, dès lors que vous êtes, par exemple, moi je vais donner un exemple qui me semble très personnel, depuis le jour, en fait, je vois la Russie avec les yeux d'un Balte. Je vois la Russie, comme un Québécois voit les États-Unis, à la manière d'une petite nation coincée à côté d'un empire historiquement prédateur qui a l'impression d'être diminué dès lors qu'il ne vassalise pas ses voisins. Ce qui fait que spontanément, j'ai une adhésion à la résistance. Je me reconnais dans la résistance des Ukrainiens contre un empire qui voudrait les soumettre en leur expliquant qu'ils ne sont pas une vraie nation. Bon, tout ça est là. Mes préférences sont marquées. Et je n'ai par ailleurs aucune sympathie pour un dirigeant russe qui est par ailleurs un ancien du KGB. J'ai encore l'anticommunisme primaire qui fonctionne chez moi. Ensuite, parce que je redoute, à tort ou à raison, parce que je redoute une forme d'élargissement, d'extension du conflit, parce que je pense qu'un système international qui fonctionne bien est un système de pare-feu qui empêche les conflits locaux de devenir des conflits globaux ou mondiaux, autrement dit qui évite un effet 1914, eh bien, le simple fait d'exprimer des réserves en ce moment sur ceux qui croient qu'il y a une forme d'affrontement inévitable entre l'Europe et Poutine, donc un affrontement inévitable qui conduirait le monde à l'embrasement, comme le souhaite par exemple Nicolas Tenzer, le simple fait d'exprimer de telles réserves est interprété comme un pro-russisme. Donc là, on devient un pro-russe. Donc là, l'inquiétude, ou encore un néo-munichois, les étiquettes sont nombreuses. Donc le simple fait de s'inquiéter de 1914 à l'âge nucléaire passe aujourd'hui pour une forme de complicité, même de collaboration avec l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On l'a vu en Roumanie, mais on va peut-être le voir en France, on l'a vu en Allemagne aussi à certains égards. En Roumanie, on peut penser ce qu'on veut des candidats qui ont été chassés des élections, mais c'est assez particulier que les circonstances sont assez nébuleuses. Hein. Mais on considère qu'un candidat ne passe pas le test des valeurs démocratiques, donc on se permet de le chasser. Et un deuxième ensuite. Donc la démocratie est seulement bonne pour ceux qui répètent... Donc aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la doctrine Brejnev des Européens, c'est-à-dire c'est la souveraineté limitée. Il faut être otanien, ce que je suis par ailleurs, il faut être pour l'Union européenne et il faut être pour ce qu'ils appellent l'État de droit. Si vous ne l'êtes pas, votre souveraineté ne tient plus. De la même manière, en Allemagne, on peut penser ce qu'on veut de l'AfD, ne pas avoir de sympathie particulière pour ce parti, il y a quand même eu un débat pour l'interdire. Interdire un parti qui fait plus de 20%. En France, l'idée, on nous dit, faites attention, en 2027, si le RN l'emportait, est-ce que ce serait vraiment sa victoire, est-ce que ce ne serait pas une victoire des pro-russes et de la Russie même qui manipulerait ça? Donc, est-ce qu'on ne doit pas protéger le système électoral contre l'ingérence russe présumée? Alors là, on est dans une logique où dès lors que vous êtes à l'extérieur de la doxa du moment, vous devenez soit un agent de Trump, soit un agent de Poutine, soit un agent des deux. Dès lors, puisque vous êtes un agent de l'étranger, vous n'êtes plus un acteur démocratique légitime, donc vous êtes probablement un traître, un agent de l'étranger, tout ça, eh bien,
hors du jeu politique. Donc, je ne peux m'empêcher de voir dans ces mécanismes de disqualification de l'adversaire, encore une fois, la logique du terrorisme intellectuel. Et ce que vous êtes en train de nous dire et nous décrire, en fait, c'est que ce processus et ce phénomène de terrorisme intellectuel n'est pas simplement français, mais occidental et voire mondial. Oui, alors il varie selon les pays. Hein. Je veux dire, le politiquement correct, pour reprendre cette étiquette simple, le terme vient des États-Unis, il existe partout. Je veux dire, les États-Unis, parce qu'ils sont complexés par le fait qu'ils ont été à leur manière une nation coloniale contre les autochtones, hein, qu'ils ont éliminés de facto. Les Anglais, les Allemands sont évidemment complexés par leur passé nazi. Les Italiens sont complexés par leur passé fasciste. Les Anglais sont complexés par leur passé colonial. Donc tout l'Occident vit dans une sorte de complexe général. Voilà. Donc il y a une sorte de mauvaise conscience de l'homme blanc occidental, pour faire court, sachant que moi je ne mets pas d'étiquette de couleur, l'homme blanc c'est symbolique. Hein. Pour moi, un Martiniquais est un blanc, voilà, parce qu'il est français. Mais donc il y a une mauvaise conscience occidentale. Voilà. Maintenant, selon les pays, il y a quand même des nuances. En France, quand même, le système est extrêmement bloqué. Ce qui tient à notre histoire et à notre sociologie, parce qu'on est un pays centralisé où l'État détient l'ensemble des moyens enfin, il y a des moyens privés, bien entendu, mais l'État, notamment par le jeu de l'éducation. Je veux dire, il y a beaucoup de nations où le système éducatif est quand même très largement indépendant de l'État ou régionalisé. Chez nous, c'est vraiment la puissance publique qui tient l'État. Enfin, ça tient au projet républicain de Jules Ferry. L'école, c'est pour former les citoyens, pour faire des bons petits républicains. Voilà. Donc il y a ça dans l'héritage culturel français, qui est l'héritage républicain, cette vision unitaire, où il s'agit de former un citoyen et il faut que tout le monde soit bon citoyen, et donc on porte ça, et donc le terrorisme intellectuel chez nous est encore plus fort. C'est aussi lié à une question géographique. Tout est centralisé à Paris, si vous voulez. Bon, je sais bien on va trouver des petites maisons d'édition à Bordeaux, à Marseille. Enfin, globalement, ce qui se passe sur le plan des idées en France, ça se passe à Paris. Voilà. Si vous allez en Allemagne, par exemple, vous avez des grandes villes allemandes qui sont des villes d'édition, où il y a des grands journaux. Chez nous, là-bas, pardon pour nos amis qui habitent en province, les journaux importants sur le plan des idées, ils sont tous à Paris. Les journaux régionaux sont très estimables, ils ont un service pour de l'information régionale. Enfin, tandis que donc tout ça converge vers un micro-milieu parisien qui, au fond, représente peut-être 5000 personnes, hein, peut-être 5000 personnes qui ont le pouvoir dans la politique, dans les médias, dans l'université, etc. Mais ce micro-milieu est extrêmement homogène, avec un penchant à gauche. C'est aussi un milieu non seulement homogène, mais endogame en quelque sorte. Ce sont des gens qui vivent ensemble, qui déjeunent ensemble, qui, pardon d'être vulgaire, qui couchent ensemble. Non, mais ça compte dans la pratique, si on fait de l'histoire humaine, hein, ça compte beaucoup, les relations. Voilà. Et donc, c'est ce milieu-là qui exerce une forme de dictature morale, mentale, sur toute une nation. C'est un système totalitaire. Et c'est vraiment un système où c'est plus le fruit d'une habitude, de mœurs intellectuelles qui sont établies avec le temps. Parce que le système, ça implique quelque chose de très coordonné, organisé, etc. Non, là, vous avez décrit des mœurs, on se voit, on se rencontre, on a des relations qui peuvent être même très plus poussées. que ça. Il y a des lois, premièrement. C'est l'ensemble des lois qui permettent d'assurer la persécution de ceux qui, de près ou de loin, sortent de l'orthodoxie. Moi, je suis fasciné, par exemple, que tant d'intellectuels... Je le dis vraiment de ce point de vue comme un Nord-Américain, qu'on trouve normal de se retrouver devant la 17e chambre pour tel ou tel propos, que des intellectuels se retrouvent là parce qu'on a mal interprété, surinterprété, mal interprété, tel journaliste, tel politique se retrouve... C'est pas vraiment... D'un point de vue libéral, à tout le moins. J'ai jamais caché mon libéralisme. Je trouve ça absolument insensé. Non, je pense qu'il y a une dimension de régime. Moi, j'ai une dimension de système, une dimension de régime. C'est-à-dire que c'est une idéologie à laquelle il faut souscrire, officiellement, parce qu'ensuite en privé, alors c'est toujours amusant, moi je ne suis pas un délateur, donc je ne donne pas le nom des conversations que je rapporte, mais combien de fois j'ai entendu des gens, des grandes figures du paysage médiatique, des figures de référence, dire en privé le contraire de ce qu'ils disent en public. Pas simplement, moi j'accepte le fait qu'on dise en public moins que ce qu'on dit en privé. Il y a un écart quantitatif.
Mais s'il y a une différence qualitative, là, c'est autre chose. Donc, on a des gens qui ne vivent pas du tout dans les conséquences de leurs propres idées, qui en privé vont dire tout autre chose, et publiquement, mais parce qu'ils savent que s'ils disaient ce qu'ils pensent vraiment, ils perdraient immédiatement leurs privilèges dans le système. J'y reviens. Le fait par ailleurs de s'habituer à l'idée d'être poursuivi pour tel ou tel propos, qu'on soit obligé de développer, qu'il y a aussi des termes qu'on ne peut pas utiliser. Si on utilise 1, 2, 3 termes qui sont très marqués, dès lors on entre dans une tempête de diabolisation dont on ne sort pas indemne. Le fait que ce système a quand même la capacité de briser des carrières, soit de les briser lorsqu'elles sont déjà là, soit de les empêcher d'exécuter financièrement des gens. On dirait que c'est que de l'argent, mais ça finit par compter dans une société où il faut gagner sa vie. La capacité de détruire des réputations. Alors, et ce qui rend fou, je pense, en ce moment, ce que j'appelle le régime diversitaire, avec ce qu'ils appellent l'empire Bolloré, entre guillemets, c'est tout simplement que c'est une série de médias qui ont un souci de pluralisme, je précise. Il y a 1000 fois plus de pluralisme dans les médias dits Bolloré que dans les médias du service public qui, eux, sont censés représenter l'ensemble de la population, et qui, puisqu'ils ne reprennent pas le slogan attendu par le régime, donc on va traiter telle actualité, tel fait, on évite tel penseur qu'on n'a pas le droit d'inviter ailleurs, eh bien c'est vu comme un scandale. Donc le régime pouvait théoriquement accepter dans les marges certaines publications périphériques, pouvait accepter de temps en temps, oui bon, il y a telle maison d'édition, mais ça compte pas vraiment, telle petite radio, ça compte pas vraiment, tel petit journal, ça compte pas vraiment, mais quand ils sont au cœur de l'espace public, dans leur esprit, un contradicteur, ils traitent ça comme une chaîne d'opposition. Non pas comme une chaîne pluraliste, non pas comme une chaîne libre, mais une chaîne d'opposition. Et dès lors, il est légitime de la fermer, on l'a vu avec C8. C'est quand même, à l'échelle du monde occidental, imaginez le récit, ça se passerait quelque part dans un pays qui finit en Stan, quelque part un ancien pays de l'Union soviétique, là. Le régime du général machin juste truc a fermé la chaîne d'opposition. On dirait c'est scandaleux, comment peut-on imaginer quelque chose comme ça? En France, on se permet de le faire, et c'est vu comme une marque du pluralisme. C'est au nom du pluralisme. Et si je dis tout ça, c'est parce qu'en dernière instance, c'est enregistré juridiquement. La note du Conseil d'État sur le pluralisme qui avait pu entrer suite à la plainte de Reporters sans frontières était fondée sur le rapport Jost. Le rapport Jost, qui est un sociologue, un sémiologue, je crois, un peu, pour qui je n'ai pas la plus grande estime, qui est probablement un homme honorable, mais qui ne se distingue pas par la qualité de ses œuvres. Son critère pour dire que CNews, par exemple, était une chaîne d'opinion, c'était que CNews n'avait pas la même ligne éditoriale que BFM. C'est fascinant. Donc là, et à partir de là, on jugeait avec une série de critères qui est l'extrême droite, qui ne l'est pas. On ne justifiait pas ces mots-là, mais on les utilisait. C'était repris ensuite dans les médias en général, chaîne d'extrême droite. Pourquoi? À partir d'un rapport qui ne justifiait pas ses propres propos. Donc moi, il y a une censure sociale qui existe, mais quand la censure vient du haut, quand la censure est formelle, quand la censure est publique, là, je pense qu'on bascule dans une autre logique. Et une logique que vous qualifieriez de totalitaire, alors. Je crois que j'ai écrit le totalitarisme sans le goulag. Alors, je prends la peine de le dire. Jean Sévilla disait au tout début, il peut y avoir une forme de terrorisme sans violence. Je suis d'accord, je comprends l'idée. La terrorisme, c'est-à-dire la volonté d'éradiquer l'adversaire, et c'est plus nécessaire d'utiliser des moyens aussi brutaux. Mais la logique totalitaire, c'est la logique de soumission intégrale du réel à une seule idée, et tous ceux qui s'éloignent du dogme vécu comme une révélation, mais pensé comme une science, et pensé comme la seule vérité autorisée en ce monde, mais qui s'en éloigne, on doit l'évacuer de l'espace public, c'est une logique totalitaire. Quel est pour rebondir un petit peu quand même et essayer de cerner à nouveau, enfin un peu plus en tous les cas, le terrorisme intellectuel, puis ensuite on passera peut-être à ses origines. Est-ce que vous établissez une différence, Jean Sévilla, entre terrorisme intellectuel et contrôle social, qui sont des termes aussi qu'on a beaucoup employés ces derniers temps? Non, pour moi, le terrorisme intellectuel est un instrument de contrôle social. Voilà, c'est la forme la plus violente, la plus brutale du contrôle social. Mais c'est du contrôle social, sachant que le système veut contrôler la scienté. Enfin, c'est Orwell, c'est 1984. Voilà, il faut contrôler, on refait le passé pour contrôler le présent. C'est le monde d'Orwell, quoi. Je veux dire, donc c'est du contrôle social, mais simplement, quand il y a des têtes qui dépassent particulièrement, il faut vraiment les couper, pas physiquement, mais les couper en leur coupant
en brisant leur carrière, en les empêchant de se recaser même professionnellement, parce que le système peut être très méchant, en leur faisant des procès. Mathieu en parlait, quoi. Cette question de la judiciarisation du débat est quand même très, très préoccupante et très frappante. Et avec une extension, la législation est allée dans ce sens-là, la législation et puis la jurisprudence aussi, voilà, parce qu'il y a une extension totalement abusive de la notion de racisme. Alors, on a inventé des lois sur le racisme. Était-elle nécessaire ou pas, c'est encore un autre débat. Moi, je suis hostile aux lois mémorielles en général, mais en plus, on a étendu, la jurisprudence a étendu la notion de racisme à la question des mœurs. Donc, si j'ai un différend avec un homosexuel, c'est parce que je suis homophobe, voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir pourtant? On peut être pas d'accord avec quelqu'un. Enfin, on peut avoir. Ça revient d'ailleurs à essentialiser une fois de plus l'identité sexuelle des gens. Bon, voilà. Et notion de racisme étendue à la notion religieuse. Je critique quelque chose qui est dans l'islam, c'est parce que je hais les musulmans. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Mais donc, à partir de ce moment-là, cette extension abusive de la notion de racisme, puisque le racisme, c'est le péché, Hitler étant l'incarnation absolue du racisme, et donc le racisme, c'est la forme du péché majeur dans l'imaginaire contemporain. Et donc, ça a créé mille occasions de tomber sous le coup de la loi. Alors, les menaces de procès ne vont pas toujours jusqu'au procès, mais justement, pour avoir un procès, c'est embêtant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est des embêtements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce que les gens font, c'est qu'il faut de l'autocensure. Il faut de l'autocensure pour ne pas avoir un procès. Mais donc, l'autocensure, c'est une atteinte à la liberté d'expression, et c'est un amoindrissement, des instruments de pensée, parce qu'on ne dit pas tout, parce qu'il faut passer sous le radar des vigilants. Est-ce qu'il y a est-ce que le terrorisme intellectuel tel que vous le décrivez, l'un et l'autre, tel que vous l'avez illustré, est-ce qu'il est strictement contemporain? Alors quand je dis strictement contemporain, j'englobe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale inclus, ou est-ce qu'il a des racines historiques beaucoup plus anciennes? Alors, Mathieu répondra peut-être après. Alors, pour se placer sur le plan du terrorisme intellectuel, il y a la question de la sociologie de l'histoire de France compte beaucoup. Il se trouve que le phénomène s'est développé, s'est institutionnalisé tel que je l'analyse dans mon livre, dans l'immédiate après-guerre, parce qu'au moment où le Parti communiste est devenu hégémonique dans le monde intellectuel français, il est devenu hégémonique à la suite d'une affaire de passe-passe où les communistes ont effacé leur histoire récente, c'est-à-dire le fait qu'ils ont approuvé en 1939 le pacte germano-soviétique, le fait qu'en juin 1940, ils ont discuté avec les Allemands pour refaire reparaître l'humanité, le fait qu'ils sont entrés dans la résistance qu'en 1941, quand Hitler a attaqué l'URSS, donc ça a été gommé, et sur une logique binaire d'après-guerre logique, Hitler camp du mal, donc ceux qui étaient contre Hitler, c'était le camp du bien. Donc comme Staline, l'URSS, le communisme et les communistes étaient contre Hitler, ils étaient dans le camp du bien. Voilà. Donc opération de passe-passe intellectuelle. Alors moi je pense qu'il fallait en effet vaincre Hitler, et je pense que le peuple russe a payé très cher le prix du sang dans sa guerre contre le Troisième Reich, et je m'incline devant ces victimes-là. Maintenant, c'est une opération de malhonnêteté intellectuelle de mettre le système soviétique dans le camp du bien. Je veux dire, il fallait vaincre le système totalitaire nazi, mais il a été vaincu entre autres. Il était aussi vaincu évidemment par les puissances de l'Ouest, mais il a été vaincu aussi par une puissance totalitaire qui était l'URSS, il faut le dire, même si le peuple russe n'y pouvait rien si son système était totalitaire, il l'aurait su comme ça. Voilà. Donc, je m'éloigne pas de mon propos, cette hégémonie de la gauche, du Parti communiste a pesé et pèse, et il y a eu la question Vichy qui compte beaucoup. La droite a été délégitimée après-guerre, une forme de délégitimation dans le milieu intellectuel, parce qu'on a fait assimilation de Vichy en soi, qui est devenu une sorte de bloc, le bloc du mal, voilà, alors que la réalité historique est plus compliquée que ça. Il y a même eu les vichisto-résistants, des gens qui étaient à la fois anti-allemands, résistaient concrètement, et dont certains ont fini en prison en Allemagne, comme concentration, mais qui étaient pourtant fidèles au maréchal Pétain. Alors, avait-il raison ou pas, c'est un autre débat que celui que nous réunissons aujourd'hui, et qu'on ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais donc, la droite a été largement délégitimée à droite, l'idée de droite, parce que la droite aurait été pétainiste, donc complice de. Voilà. Et donc, on a marché sur
ce système-là. Et d'ailleurs, c'est très, très symbolique. La droite, l'immédiate droite d'après-guerre, elle est souvent littéraire. Je veux dire, les hussards, ils ne font pas de politique. Hein. Je veux dire, vous lisez Déon, les romans de Déon, le Jacques Laurentin dans l'après-guerre, il raconte l'histoire comme quoi ils ont emmené leur petit ami à Venise et qu'ils ont passé une semaine merveilleuse. C'est pas politique, hein, parce qu'il y a une telle puissance de la gauche, du communisme, qu'on évite les choses. La pensée de droite va revenir dans le jeu politique, paradoxalement, sous le gaullisme et souvent sous forme d'antigaullisme d'ailleurs. Je veux dire, bon. Mais donc, il y a une sorte de déséquilibre. Si vous voulez, pour ce qui est du monde intellectuel, de la vie des idées, la situation était plus équilibrée avant-guerre. Voilà. Alors je ne dis pas que la droite n'a pas fait d'erreur pendant l'occupation, etc. C'est un autre débat. Mais je veux dire, quand on voit la puissance de la pensée maurassienne, par exemple, avant-guerre, voilà, qui était quelque chose de très important. L'Académie, l'Action française, la Revue universelle, c'était une véritable école de pensée. Il aurait peut-être mieux valu qu'ils meurent tous en 1939. Je veux dire, on aurait pu après parler de ces questions-là plus tranquillement. Voilà. Mais donc, après-guerre, c'est drôle comme la pensée maurassienne est délégitimée, si vous voulez. Le seul qui échappe à ça, c'est Bainville, mais parce qu'il il est mort avant. Voilà. Donc vous savez, on voit comment le pays, enfin, la séquence Vichy-occupation a servi à délégitimer toute une partie de la pensée de droite et donc à déséquilibrer la balance. Le poids du communisme était aussi important alors je veux dire en Amérique du Nord, hein, pardon, mais non, le Québec, le Canada, non, pas du tout. Les États-Unis. Le communisme n'a pas vraiment fait racine. En fait, il y a une autre histoire du progressisme nord-américain, mais qui ne passe pas par le chemin du communisme. Cela dit, si on cherche les origines historiques, moi je remonterais quand même, en fait, c'est dans la matrice même de la modernité. Le totalitarisme, pour moi, la tentation totalitaire, sur le plus exact, est consubstantielle à la modernité. Parce que la modernité se présente comme une nouvelle révélation. C'est la révélation, c'est-à-dire le paradis est possible en ce monde. Il est possible d'émanciper l'être humain en ce monde. Le parti des émancipateurs se constitue. Il a une forme de vérité révélée qu'il prend pour une science. Ça, c'est vraiment le propre de l'idéologie moderne. C'est une religion vécue comme science. Et dès lors, vous avez ceux qui disent « mais nous avons la doctrine pour vous conduire à l'émancipation totale ». Vous vous y opposez, alors vous vous opposez à l'humanité. Dès lors, vous êtes dans le parti de l'anti-humanité. Donc, à la rigueur, si vous vous contentez de marcher plus lentement, vous êtes un conservateur, traînez, vous serez simplement déconsidéré socialement, vous serez un vieux monsieur en redingote, vous ne compterez plus, mais c'est pas très grave. Mais dès lors que vous vous opposez minimalement, frontalement, vous devenez un ennemi de l'humanité. Et l'ennemi de l'humanité, donc vous êtes favorable à la reconduction des superstitions qui enchaînait l'homme, vous êtes favorable à la perpétuation d'une certaine conception de la culture qui empêchait l'individu de devenir pleinement lui-même et de s'émanciper. Dès lors, je pense que dès lors que vous vivez, et la modernité se vit, de mon point de vue, pas seulement, mais en bonne partie comme un phénomène religieux. C'est-à-dire, elle a elle aussi sa révélation, et dès lors qu'on n'entre pas dans cette révélation, on devient à sa manière hérétique, et dès lors qu'on s'entête dans l'hérésie et qu'on n'accepte pas de se faire convertir, eh bien on peut devenir, en dernière instance, on peut dire que c'est une personne de trop. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui n'est pas dans l'humanité. D'ailleurs, c'est fascinant, le débat public dans nos sociétés, tout le monde se réclame de l'humanité. C'est fascinant. Si je dis que je suis le parti de l'humanité, faites preuve d'humanité. Je présuppose donc que je suis plus humain que vous. Et si je suis plus humain que vous, et que vous, finalement, vous avez un effet de contamination, et vous poussez des gens vers l'inhumanité, et vous empêchez la société d'advenir à la pleine reconnaissance égalitaire, dans la transparence, la reconnaissance des êtres les uns les autres, vous devenez un ennemi de l'humanité, un réactionnaire, un contre-révolutionnaire. On sait qu'en URSS, le contre-révolutionnaire, c'était une maladie psychiatrique. S'opposer à la révolution était un dérèglement psychiatrique. De la même manière, aujourd'hui, s'opposer aux différentes manifestations du progressisme sociétal, c'est une phobie. Donc on traite encore sur le mode du dérèglement psychiatrique ceux qui n'embrassent pas les promesses de l'époque. Donc je pense qu'il y a de ce point de vue, dans la matrice même de la modernité, la tentation totalitaire qui est indissociable du terrorisme intellectuel. Ensuite, je dis pas, on pourrait même dire que la terreur est le moment inaugural de tout cela. Ensuite, ça prend du temps à se déployer, mais je pense que nos sociétés reconduisent toujours ce processus, cette tentation qui toujours ressurgit. Moi, j'étais un lecteur passionné de François Furet, mais je pense qu'il y a une erreur chez lui qu'il corrige tout de suite à la fin du Passé d'une illusion, où il dit nous voilà désormais privés de ce vaste horizon, l'utopie d'un monde nouveau, mais par ailleurs, la tentation de l'être humain, d'une société régénérée, ressurgira toujours. Donc autrement dit, on n'était pas si privé que ça de l'utopie, elle était simplement en train de se charger d'un nouveau contenu.
Et l'utopisme, dès lors que je propose la société parfaite et que vous êtes contre la société parfaite, mais que faites-vous exactement en ce moment? Donc je crois que ça, on n'en sortira pas. Voilà pourquoi je suis assez pessimiste sur la possibilité d'en sortir. C'est une bataille toujours à mener, parce que tant qu'on est dans cette matrice idéologique, philosophique, eh bien, le clivage, en fait, c'est pas le pluralisme politique, c'est le parti de l'avenir contre le parti du passé. Et puisque l'avenir est rédemption et le passé est aliénation, eh bien, je vois pas pourquoi on débattrait librement. On rééduque, on enferme, on fait taire, mais on va quand même pas débattre éternellement avec ceux qui veulent nous enchaîner. Le nœud, si j'ai bien compris, c'est la modernité. Mais la modernité, elle s'institutionnalise à un moment, si je puis dire, elle prend corps au moment de la Révolution française. Oui, alors justement, moi tout à l'heure, mon explication sur l'après-45 a été une explication partielle sociologique liée à la France. Maintenant, les racines plus profondes sont évidemment là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, sont plus anciennes, c'est évident. D'abord, il y a le projet des Lumières. Quand on y pense, ce terme lui-même est biaisé, parce que qu'est-ce que c'est que la contraire de la lumière? C'est l'obscurité. Donc ça veut dire ceux qui ne s'inscrivent pas dans le courant des Lumières, ils sont l'obscurité. Donc c'est déjà le terme lui-même biaisé. Et disqualifiant, vous voulez disqualifiant, dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le terme péjoratif est disqualifiant. Et donc les Lumières introduisent l'idée que derrière le règne de la raison, etc., on va faire un monde nouveau et un homme nouveau. Voilà. Et cet homme nouveau, c'est le projet de la Révolution. Et fondamentalement, dans le terrorisme intellectuel, il y a le mot terreur, et le procédé du terrorisme, il est en place, il est un moyen de gouvernement en 1793, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a des vrais citoyens, ceux qui assument totalement le nouveau projet, les idées nouvelles, etc., et ce qui passe par l'élimination physique, en l'occurrence à cette époque-là, là pour le coup c'est la vraie guillotine, des opposants, des rebelles au monde nouveau, à la pensée nouvelle. Ce terme d'humanité qu'employait Mathieu est très important parce qu'il fait partie du vocabulaire révolutionnaire. Et par principe d'humanité, il y a un texte célèbre, au moment où je le dis ça, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus de qui est cette fameuse cette phrase célèbre, par principe d'humanité, une condamnation de la Convention sur ordre de donner aux armées de la Convention de lancer les colonnes infernales sur la Vendée. Voilà, cette notion d'humanité qui est une humanité abstraite, un corps abstrait qui est détaché de l'humanité réelle, des hommes et des femmes réels, mais ce principe devient un principe supérieur vers lequel il faut tendre en permanence. Et de ce point de vue-là, c'est un appel permanent à l'épuration, parce qu'il faut toujours, on a vu ça dans tous les processus révolutionnaires, un révolutionnaire va toujours trouver un plus révolutionnaire que lui, et donc les purs sont épurés par des plus purs qu'eux-mêmes. Donc c'est un principe d'épuration permanent. Voilà. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est un principe qui n'a pas de fin. Et qui, de ce point de vue-là, je consonne avec Mathieu, on voit pas l'issue, sauf d'un renversement de paradigme majeur, mais enfin, je ne sais pas quelle catastrophe humaine il faudrait pouvoir arriver qui nous en débarrasser sur le plan des idées, donc ça n'est pas souhaitable non plus. On est dans un système qui est un système clos et on n'en sortira pas. C'est aussi lié, on a l'idée de progrès. On a dit que l'idée de progrès est morte. C'est un propos qu'on entendait beaucoup à droite. Ces derniers temps. Et moi, je ne crois pas beaucoup. Je crois que l'idée de progrès n'est pas morte. Enfin, je crois que la gauche, les révolutionnaires, les terroristes intellectuels vivent toujours, en fait, dans cette espérance d'une idée de progrès. Ils sont persuadés qu'il y a... Alors, précisons l'idée de progrès, peut-être. C'est pas juste que les choses aillent mieux. C'est une quête d'un progrès sans fin. D'un progrès sans fin, c'est cela. Voilà, d'un progrès au sens philosophique, quasiment conceptuel, métaphysique. Et il y a cette idée-là qu'au fond, l'homme d'hier, c'est un homme qu'il faut tuer et qu'il faut aller en permanence vers l'homme nouveau. Or, l'homme nouveau, c'est un principe de tous les régimes totalitaires. La révolution de 1793 a voulu faire émerger un homme nouveau, le bolchevisme a voulu faire émerger un homme nouveau, et le national-socialisme, à sa manière, a voulu aussi faire émerger un homme nouveau. C'est toujours évidemment, puisque l'homme nouveau en réalité n'existe pas, on bute en permanence sur la nature humaine, et donc comme la nature humaine elle est rebelle à l'idéologie dominante, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On élimine ceux qui ne veulent pas se plier. Je suis obligé de vous poser la question, parce que nous sommes dans les locaux de l'homme nouveau. Ouais. Est-ce que ça implique, selon vous, qu'il y a une part de totalitarisme dans le christianisme
qui a aussi voulu faire émerger, à Non. l'image du Christ évidemment. Non, c'est l'inverse, c'est le totalitarisme qui est une singerie du christianisme. Je veux dire, c'est-à-dire évidemment que cet homme nouveau des systèmes totalitaires n'était pas l'homme nouveau des Écritures. Les systèmes totalitaires sont toujours. D'ailleurs, les systèmes totalitaires naissent tous dans le monde chrétien. C'est pas un hasard, c'est qu'en fait, et ce sont toujours des contre-églises. Le communisme, le nazisme ont été des contre-églises avec c'était pas le pape, c'était le Duce ou le Führer. Il y avait un clergé, il y avait une liturgie, des rites, une parole sacrée. Enfin, c'est toujours, il s'agit toujours en fait de chasser au fond le christianisme. Derrière cela, il y a cela. Et c'était le projet des Lumières après tout. Donc on retrouve toujours cela. Vous avez pas, on vient d'évoquer là la Révolution française, vous avez évoqué Vichy, la Seconde Guerre mondiale, une guerre qui passe toujours pas pour les Français en tous les cas. Est-ce qu'on ne doit pas mettre aussi les guerres coloniales dans le panier général du processus historique qui dit guerre coloniale dit aussi la question de l'esclavagisme. Ensuite, il y a eu certainement la révolution de mai 68 qui a dû jouer un rôle. Tout semble s'abriquer jusqu'à l'émergence actuelle de la révolution woke, en fait. En fait, la révolution woke, c'est la nouvelle poussée révolutionnaire des temps présents, en quelque sorte. Ce qui est paradoxal, en fait, avec ce qu'on appelle l'histoire coloniale ou les guerres décoloniales, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, toutes les civilisations qui avaient une forme de vigueur conquérante se sont étendues. Et quand elles perdent cette vigueur, elles finissent par se disloquer. Le monde arabe, à ce que j'en sais, s'est étendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'est étendu jusqu'en Europe. Or, je ne connais pas de mauvaise conscience coloniale forte dans le monde arabe qui consiste à dire on n'aurait franchement pas dû se rendre jusqu'au Maghreb. Et franchement, on n'aurait pas dû se rendre jusqu'en Espagne. Qu'est-ce qu'on a fait là? On n'aurait pas dû, on en est coupable. Donc, le monde occidental, ensuite, si on veut remettre en question, je pense que la conscience critique de soi est un marqueur distinctif de l'Occident qui nous honore à bien des égards, qui peut aussi par ailleurs nous pousser à l'autodestruction. Mais si je fais l'histoire des empires coloniaux, d'un point de vue occidental, ne serait-ce que parce que je suis québécois, je ne pourrais pas voir là-dedans un truc strictement négatif. À ce que j'en sais, le monde occidental a essaimé un peu partout des États qui ne sont pas que des catastrophes humaines, le Québec, le Canada si on veut, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont émergé. Le monde occidental s'est déployé. Bon, ben, à l'échelle de l'histoire, probablement que dans 1500 ans, un autre monde se sera déployé, et ainsi de suite. Mais cette espèce de vision hyper critique me semble un peu fascinante. Et je trouve que dans la logique des coloniales, en fait, arrive aujourd'hui à ces termes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de démanteler les empires coloniaux jadis, mais la décolonisation n'arrivera au bout d'elle-même que lorsque l'Occident aura reflué jusqu'à son berceau d'origine, l'Europe, et que en Europe même, les Européens deviendront étrangers en leur propre pays. Ça, c'est le discours des fameux indigènes de la République, c'est le discours contre-colonial aujourd'hui. Moi, je parle de contre-colonisation agressive qu'on voit aujourd'hui, avec un islamisme conquérant qui arrive et qui ne doute pas de sa supériorité civilisationnelle par rapport aux mécréants que nous sommes, et des gens qui sont très heureux finalement de collaborer avec ce système nouveau qui s'installe ou qui pourrait s'installer. Donc moi, qu'on ait une lecture critique de l'histoire du monde occidental, je veux bien. Qu'on ait une lecture strictement critique de tout ce qui s'est fait depuis Christophe Colomb, je trouve ça complètement débile. Et pour le reste, aujourd'hui, s'il y a un processus colonial qui se déploie dans le monde, c'est la conquête islamiste de l'Occident, pour reprendre les mots de Bergeau-Blaclair. Ça, à la rigueur, c'est ce qu'on veut dire le Sud qui remonte vers le Nord, si on veut. Je parle pas d'intention, je parle pas de je ne sais quelle, je parle d'une forme de poussée, d'un inconscient. Le Sud remonte vers le Nord, l'islamisme pilote un peu dans son esprit cette espèce de grande revanche historique sous le signe d'un islam revanchard. Bon, si on s'intéresse au colonialisme des temps présents, c'est peut-être dans cette direction-là qu'on doit regarder. Mais, puis un mot sur mai 68, bien évidemment, ça, je pense que tout ce qu'on vienne, que c'est un moment d'accélération révolutionnaire aussi. En fait, mai 68, c'est le point qui annonce le passage d'une révolution à une autre, mais le maintien de la révolution. Je veux dire, si on s'intéresse aux auteurs de la gauche radicale de cette époque-là, ils ont tous le même problème. Le peuple ne veut pas de la révolution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie le peuple ou est-ce qu'on sacrifie la révolution? On ne veut pas sacrifier la révolution, donc on va chercher un nouveau peuple. Donc, ce qu'on a appelé Terra Nova en 2012, je crois, en fait, ça commence dès les années 50, s'il le faut, les années 60. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un constat du fait que l'homme ordinaire n'a pas vraiment envie d'être la chair à canon révolutionnaire,
et ce qu'il veut, c'est s'embourgeoiser pour profiter comme tous les autres de la société de consommation. Mais la recherche du nouveau sujet révolutionnaire ne va jamais cesser, puis elle se poursuit aujourd'hui à gauche. On va parler de décolonisation. Est-ce qu'on n'est pas dans un processus qui va jusqu'à la décolonisation de la nature humaine, avec la théorie du genre, oui. où là aussi, c'est la logique du progrès. Jean Sévillia disait très justement, c'est le progrès qui ne cesse jamais. Moi, je pense que, le progrès, moi je suis pour les piscines, le four à micro-ondes, les progrès de l'oncologie. Ça, c'est un progrès qui me réjouit. Mais c'est pas ça le progrès dont on nous parle. Le progrès est une forme de désincarnation. C'est-à-dire que toute forme d'entrave à la toute-puissance de la volonté humaine, une volonté démiurgique pour l'homme de se créer lui-même, de s'auto-engendrer, de s'arracher à toute forme de filiation, le fantasme de toute puissance démiurgique propre à la modernité, et bien ça, c'est le véritable sens du progrès tel qu'on nous le vend. Donc dès lors, tout ce qui représente la virtualisation de l'existence, c'est le progrès. Toute désincarnation, c'est le progrès. La théorie du genre, de ce point de vue, c'est majeur parce que c'est la volonté d'arracher l'homme à sa part naturelle, son inscription dans la division des sexes. Donc ça, je pense que oui, le progrès doit être pensé de ce point de vue comme leur progrès, pas le mien. Hein. Les progrès, comme je suis tout à fait d'accord, mais leur progrès, c'est un progrès dans la désincarnation. Et puisque de ce point de vue, la nature humaine va toujours résister en dernière instance, eh bien, ils auront toujours du travail à faire pour sculpter la nature humaine à coups de hache. Et de ce point de vue, ils seront toujours capables de la censure à la violence. Ils ne s'interdiront en dernière instance jamais rien pour être capables de nous tailler une humanité parfaite, mais qui sera réduite en copeaux. C'est des lendemains qui chantent que vous annoncez là. Oui, pas très agréable. Moi, je voudrais ajouter un mot sur mai 68 parce qu'on n'en parlera jamais assez. La pensée 68, pour moi, c'est un vrai basculement de civilisation carrément. Même à gauche, je pense, parce que la pensée 68, c'est vraiment l'exaltation de l'individu. C'est l'individualisme philosophique, politique, etc. C'est vraiment l'individu devient la valeur suprême. Et alors qu'avant les pensées de gauche étaient généralement très collectivistes, on devient maintenant ça reste la pensée révolutionnaire, je dirais, était collectiviste. Maintenant, on opère la révolution à partir de l'individu. Pour faire très très court, et selon une formule que j'aime bien parce que elle fait comprendre les choses très simplement, avant 68, on pensait que l'individu devait quelque chose à la société, et après 68, on pense que la société doit quelque chose à l'individu. Et c'est vrai, y compris à gauche, y compris dans les pensées de gauche. Hein. Et donc, c'est pour ça que tout le sociétal découle de là, le wokisme découle de là, le gender, je veux dire, puisque je suis moi-même mon propre maître, mon propre démiurge, je décide, ça a une incidence partout. Je suis africain, je vis en Afrique, j'ai envie de vivre en Europe et j'arrive, j'ai autant de droits qu'un autre, je suis un individu libre, je suis la valeur suprême et donc j'ai le droit de changer de nationalité ou peu importe ma nationalité. D'ailleurs, je me débarrasse de ma nationalité, je fais partie du genre humain qui est un vaste tout. Donc je peux changer la migration devient un droit de l'homme. Hein. Non. La question toutes les questions de sociétales, etc., le gender, etc., c'est la même chose. C'est je suis un homme, j'ai envie de devenir une femme, j'ai le droit de devenir une femme et je change de sexe. Voilà. Et donc ça c'est très très important. Et parce qu'on voit comment, même à gauche, le grand récit collectif qui était celui de la classe ouvrière, de la révolution, etc., ça ne fonctionne plus à partir des années 70, 80, c'est autre chose. On bascule sur autre chose. Et d'ailleurs, l'antiracisme qui devient très... qui s'explique évidemment par la puissance des courants migratoires qui deviennent très importants en France et dans le monde européen en général, mais à partir des années 70, 80, 90, mais découle de ça aussi, c'est cette vision que il faut de toute façon détacher les individus de leurs identités civilisationnelles, religieuses, etc., nationales évidemment. Donc un immigré a autant de droit d'être en France que quelqu'un qui est français depuis 20 générations. Donc cet individualisme, pour moi, est quelque chose de fondamental parce que ça a changé la tonalité du débat politique, du débat intellectuel aussi. Vous dites que cette révolution de 68, Jean Sévillia, a aussi modifié la gauche, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui. Pourtant, dans votre livre, vous mettez quand même bien en cause la suprématie intellectuelle, médiatique de la gauche. Mathieu Bock-Côté, à plusieurs reprises, a mis en cause la gauche dans ce
et vous aussi d'ailleurs, dans ce processus de terrorisme intellectuel. Est-ce que ça veut dire que ce terrorisme intellectuel est une arme uniquement aux mains de la gauche? Je crois, alors non pas parce que la droite est plus vertueuse en elle-même, mais ce ne sera pas très original ce que je vais dire, mais dès lors que si on considère que le clivage gauche-droite s'opère sur la conscience du péché originel, étant entendu métaphoriquement, c'est-à-dire soit le mal est dans le cœur de l'homme, soit le mal est dans une structure sociale. Et bon, si le mal est dans une structure sociale, et je sais quelle est la doctrine qui permet de faire tomber cette structure sociale et permet d'accoucher d'une société délivrée du mal en ce monde, je suis un homme de gauche, et bien là, tout m'est permis. D'autant que le type devant moi, qui est l'homme de droite, s'entête à maintenir des institutions qui participent à l'aliénation de l'homme. Pourquoi parlerais-je avec lui? L'homme de droite, je dirais théoriquement tout le moins, si on tient à ce clivage, c'est que mais il porte en lui la tentation du mal. Il a une appréciation beaucoup plus modérée de la nature humaine. C'est pour ça que je dis souvent l'homme de droite, s'il est assez honnête, va dire que l'être humain est de temps en temps exceptionnel, beaucoup trop souvent monstrueux, de temps en temps et assez souvent bon, la plupart du temps médiocre, et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes civilisés ensuite par la famille, l'école, la nation, la patrie. Et ces grandes institutions civilisatrices sont essentielles parce que sinon, laissés à nous-mêmes, on est peu de choses. Dès lors, la déconstruction est assez inquiétante. Bon. Alors, ce qui veut dire que l'homme de droite se sait capable d'intolérance, il se sait capable d'esprit sectaire, il se sait capable de tout ce dont le mal, l'être humain est capable, mais il y a peut-être un petit peu moins la tentation de croire qu'il a le monopole de la vertu. D'autant que le clivage gauche-droite, ne l'oublions jamais, se constitue sans qu'il n'y ait consenti. La gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Donc, et puisque la gauche ne cesse de se renouveler dans le processus d'épuration permanente dont parlait Jean, eh bien, il y a toujours des nouvelles personnes qui sont renvoyées à droite sans jamais l'avoir demandé. Et là, ces pauvres personnes, moi je connais les intellectuels que j'aime beaucoup, qui nous disent c'est pas moi, ce n'est pas moi qui a quitté la gauche, c'est la gauche qui m'a quitté. Et là, on va commencer cet immense exercice pédagogique pour expliquer qu'on peut être, par exemple, à gauche, conservateur, pour la famille traditionnelle, pour la transmission. Enfin, on peut être pour la nation, pour la patrie, contre l'immigration massive, contre la théorie du genre, pour l'école traditionnelle, et à gauche néanmoins. Ah d'accord. Donc moi, je ne suis pas attaché au clivage gauche. Donc là, autrement dit, c'est comme s'il y avait une espèce de force morale dans le mot gauche qui transcendait tous les contenus spécifiques associés à la gauche en un temps. Mais cela dit, donc, je pense que les régimes autoritaires conservateurs ont été absolument atroces, les régimes totalitaires sont absolument atroces, donc le mal est bien répandu dans la chose politique. Ensuite, je pense que la capacité d'éliminer un ennemi au nom du bien, ou la capacité de censurer quelqu'un au nom du pluralisme, ou la capacité de faire taire quelqu'un au nom de la liberté, ça, je trouve que c'est plus une marque de nos amis de gauche. Ah non, je consonne, il y a cette notion de bonne conscience, quoi. C'est l'empire du bien. Bon, l'empire du bien, Philippe Muret, cette formule qui est magnifique, quoi. Je veux dire, il y a toujours une forme de... voilà. Être de gauche, c'est bien. Être de droite, ça impose de se justifier. Être à gauche de la gauche, c'est pardonnable, c'est un péché de jeunesse. Être à droite de la droite, ça vous disqualifie à vie. Voilà. Nous avons un certain nombre de... Maintenant, ce sont messieurs un peu plus âgés. Bon, enfin, on avait encore 20 ans dans la vie politique, des gens qui avaient commencé, qui à 20 ans, et faisaient partie du mouvement Occident. Je pense à Alain Madelin, Gérard Longuet. On leur a reproché toute leur vie. Je veux dire, il y a eu 100 personnes dans la vie politique française ou médiatique qui avaient été trotskistes, maoïstes, etc. dans les 70. On ne leur en parle jamais. Je veux dire, Lionel Jospin a été Premier ministre de la France, a été militant trotskiste infiltré jusque très 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 tard. Et je veux dire, jusqu'à, j'ai plus la date précise, mais c'est fin des années 70, c'est quand même sidérant. Mais c'est passé crème, c'est comme ça. C'est parce que être de gauche c'est bien, être de droite c'est pas bien. Voilà. Monsieur Bocoté, dans la préface que vous avez écrite là, pour le livre de Jean Sévilla, vous parlez, vous dites à propos de la gauche, depuis toujours, en réalité, elle se croit portée par le sens de l'histoire. Ce sens de l'histoire, j'ai l'impression que c'est une formule qui a été beaucoup employée il y a quelques décennies. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la réalité qu'elle porte, que la formule porte, n'existe pas, mais justement, qu'est-ce que c'est exactement pour les plus jeunes qui nous lisent ou qui nous regardent? Qu'est-ce que c'est que ce sens de l'histoire, en fait? Alors, il a changé selon les époques, mais globalement, c'est toujours, tout le moins depuis la Révolution,
c'est ce que je disais, c'est ce que j'appelle la logique de la désincarnation. Et aujourd'hui, ça se pose autrement. Le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est la déconstruction des référents verticaux occidentaux, donc la famille, l'école, la nation, la patrie, la civilisation occidentale plus largement. C'est aujourd'hui la floraison des identités minoritaires. C'est l'effacement des frontières, c'est l'effacement des patries, c'est l'effacement des nations, et tout, c'est la procéduralisation du lien politique, c'est-à-dire le désubstantialiser, le vider de toute forme de décision humaine qui est le propre de la démocratie, en fait, pour avoir un système politique de plus en plus impersonnel, piloté sur la logique donc, des organisations, du droit, de la gestion, mais où la décision humaine, qui est le propre justement d'une souveraineté qui s'exerce, une souveraineté populaire, elle est congédiée. Et je le dis, c'est la floraison des identités jusqu'à l'infini. Comme on le voit avec ce qui est très particulier avec ce que j'appelle l'alphabet recomposé, c'est-à-dire L, G, B, T, Q, I, 2, T, plus. Et j'en ai probablement oublié. Alors ça, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, et ça ne me concerne pas du tout, mais le fait qu'il y a une forme comment je pourrais dire ça, de diffraction infinie de la subjectivité. C'est-à-dire chaque préférence particulière devient une identité nouvelle à intégrer dans l'alphabet recomposé. Ça, c'est quand même plus original. Encore une fois, je dis, les gens font vraiment ce qu'ils veulent de leur vie, je ne m'en mêle pas. Mais je crois que le problème n'est pas là, pardon de vous couper, mais c'est pas tellement qu'ils font ce qu'ils veulent ou pas. C'est ce qu'ils réclament, c'est que la société érige. Non, parce que je prends la peine de distinguer, c'est-à-dire je ne me présente pas me mêler de la question des mœurs. Les gens, oui, j'ai bien compris. Mais sur le plan, mais quand la société est obligée d'enregistrer toute nouvelle, oui, juridiquement surtout, et que dès lors qu'on ne le fait pas, on est coupable de discrimination, là c'est quand même autre chose. Oui, tout à fait. Là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la société doit tout à l'individu. Tout à fait, c'est exactement la bonne formule. Vous avez dressé un constat que je dirais assez pessimiste, puisque l'un et l'autre, depuis le début, vous nous dites ou nous laissez entendre que finalement nous sommes quasiment dans une nasse dont nous ne pourrons pas sortir, qui est ce terrorisme intellectuel, cette ambiance intellectuelle, ces mœurs intellectuelles, ce système dans lequel on est. Et moi pourtant, j'aimerais qu'on termine cet échange sur le fait qu'il y a bien un moyen, déjà à titre personnel, comment peut-on faire pour se protéger de ce terrorisme intellectuel? Alors, à titre personnel, il y a les vieilles disciplines, mais je peux répondre à votre question. À titre personnel, c'est à titre familial aussi. Et quand on est parent, c'est aussi de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Voilà. Donc, on a déjà un devoir de protection de sa propre cellule familiale, son conjoint, ses enfants, déjà ça. Et déjà comment le faites-vous? Comment peut-on éviter d'être victime du terrorisme intellectuel? Je pense qu'il faut faire un minimum de communautarisme à l'échelle de sa propre. Je n'ai pas le terme, c'est pas le bon terme, mais un minimum de. Faut vivre un minimum dans sa bulle. Alors, il faut être en même temps présent au monde et il ne s'agit pas de vivre comme des Indiens dans sa réserve. Hein. Mais enfin, il faut, il y a un minimum, faut se préserver un minimum. Je veux dire, quand on est en vacances, on n'est pas forcé d'écouter tous les jours la télévision ou de regarder son téléphone, c'est qui vous donne 50 fois par jour l'envie de s'agacer. On va dire ça pour dire gentiment. Voilà, il faut se protéger. Je pense qu'il faut se protéger. Maintenant, ça c'est le niveau de base. Moi, ce qui me paraît plus intéressant au niveau, c'est à mon avis la clé, la politique. Voilà. Et surtout en France, qui est une nation politique, qui est une nation qui a été constituée par l'État. L'Allemagne s'est constituée sur une base d'unité ethnique entre guillemets, d'unité linguistique. Même chose pour l'Italie. L'Angleterre, c'est une île. Les Amériques, c'est un côté destin. Nous sommes une nation qui s'est fondée sur le rôle de l'État. L'État royal, l'État républicain, napoléonien, etc. Voilà. Bon. Pour moi, la clé, elle est politique. Voilà, les clés, évidemment, intellectuelles, etc. Mais tant qu'on n'aura pas les moyens de domination politique, on ne tiendra pas des mécanismes politiques, on sera dans tous les cas toujours perdant. Voilà. Donc la clé, pour moi, de ce point de vue-là, pour l'avenir, elle est d'ordre politique. Alors je précise pour Mathieu Bocoté, ma question était... En fait, j'avais deux questions. La première, c'est comment, à titre personnel, se prémunir, personnel, familial, comment se prémunir
j'allais dire du politiquement correct, mais plus que ça, du terrorisme intellectuel? Et deuxième question, comment ensuite sortir de ce processus? Alors, je pense que sur le plan, appelons ça de l'éthique personnelle du citoyen, c'est ne jamais tenir pour acquis les termes de la conversation publique. C'est-à-dire, je pense que je me mets dans la peau d'un politique et je me retrouve sur le service public, inévitablement, on m'interviewe, puis on me pose une question un peu débile, du genre « Mais n'êtes-vous pas inquiet de la montée de l'extrême droite ?» Bon, mais la question qui se pose, il faut contre-répondre en disant « Qu'entendez-vous par extrême droite ?» Donnez-moi une définition et je vous dirai si je suis inquiet. Mais je veux savoir de quoi. Et je pense qu'il faut remettre en question l'ensemble des termes qui nous sont imposés et sur le mode de la sloganisation pour être capable de dire qu'entendez-vous par là? Parce qu'il y a une forme d'abrutissement intellectuel dans le fait de se soumettre toujours au vocabulaire du moment et aux mécanismes d'intimidation qui l'accompagnent. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire. Ensuite, évidemment, on pourrait plaider seulement pour le courage personnel des uns et des autres, mais ça, c'est facile à faire. C'est facile de dire aux autres d'être courageux, c'est beaucoup plus compliqué de l'être soi-même. Mais je pense donc qu'il y a un travail d'hygiène intellectuelle, de déconstruire systématiquement les termes qui nous sont proposés, ne jamais accepter les termes de la conversation publique fixés par le régime. Si on ne se sent pas le courage de le combattre, ce que je peux parfaitement comprendre, à tout le moins s'interdire de dénoncer son voisin dans l'espoir d'être racheté par la gauche au moment d'une controverse. Parce que c'est une tentation qui est forte dans une certaine droite. C'est quand il y a une tempête, dire « Oui, mais moi, je ne suis pas de la droite comme eux. Moi, je suis une droite différente. Je suis une droite humaniste, moi, messieurs. Pas à la différence de mes amis qui, eux, ne sont pas assez humanistes. » Donc ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Sur le plan politique, parce que des réponses politiques toutes simples, je pense qu'il faut globalement, premièrement, définancer autant que possible, en fait, moi je vais me reformuler. Il faut d'abord et en tout déconstruire l'ensemble des lois sur la liberté d'expression. Ça, je pense qu'il faut restaurer. Il y a deux choses qui devraient être interdites, la diffamation et puis l'appel à la violence. Pour le reste, moi je préfère une société qui tolère le pire et l'insupportable et l'exaspérant, plutôt qu'une société qui, sous prétexte de combattre le pire, en vient finalement censurer le désaccord. Donc je pense qu'il faut maximiser la liberté d'expression, c'est la chose première à faire, c'est une tâche politique urgente. Il faut aussi, je crois, et ça c'est mon côté probablement encore une fois libéral, mais définancer autant que possible les abus étatiques. C'est-à-dire que la gauche, imaginons que la gauche perde les élections. Elle contrôle encore le pouvoir par le contrôle de l'appareil d'État. Donc il faut, je pense, maximiser aussi la liberté des individus. Donc ça, c'est ma part d'individualiste nord-américain. Par exemple, devant le pouvoir immense de l'éducation nationale, il faudrait généraliser, à mon avis, le chèque scolaire. Avec évidemment des paramètres. Je ne dis pas que je ne suis pas libertarien, mais des paramètres. Mais il faut quand même, pour être capable de dégager les individus et les familles et les communautés de l'emprise de la caste technocratique, la caste des rééducateurs payés par l'État pour nous expliquer comment devenir de meilleurs humains. Ça, je pense que c'est nécessaire. Sur le plan politique, ensuite, il faudrait, je crois, ça c'est absolument essentiel, sortir du gouvernement des juges, donc restaurer la démocratie libérale dans sa forme classique, donc restaurer la souveraineté populaire et le souci des libertés publiques. Et ça, à ceux qui nous accuseront, qui m'accuseraient de trahir l'esprit, je pense, de la Ve République, non, c'est revenir à ses origines. C'est-à-dire que dans une perspective française, si j'étais britannique, je dirais les choses autrement, c'est revenir à l'esprit du parlementarisme. Mais dans une perspective française, ce qui est très drôle, c'est qu'on prétend aujourd'hui défendre la Constitution, on prétend défendre la démocratie, l'état de droit et tout ça, avec un truc qui est une doctrine qui est l'envers complet de ce que se voulait la Ve République, que nous vénérons tous, n'est-ce pas? Donc, dans la vie publique. Donc, ce que j'entends par là, c'est que la réponse est institutionnelle. Autant, comme je dis, il y a un travail militant, intellectuel, politique, un travail institutionnel de restauration de la souveraineté populaire, de définancement d'un État obèse qui se permet d'écraser tout, et de restauration des libertés publiques, et notamment de la liberté d'expression, mais restauration maximale des libertés publiques. Et là, on crée les conditions d'une société plus libre, où ceux qui sont des spécialistes de l'intimidation idéologique ont beaucoup moins de pouvoir pour pratiquer leur intimidation. Si je comprends bien tous les deux, la clé est vraiment politique. Pour moi, oui. Oui, oui. C'est un oui assez unanime. Pour terminer, Jean Sévilla, quand vous avez publié la première version en 2000, si je ne me trompe pas, de ce livre, il s'appelait « Le terrorisme intellectuel ». Vous l'avez réédité cette année et avec plusieurs nouveaux chapitres, mais avec un nouveau titre aussi. Alors, il y a évidemment un choix éditorial, mais peut-être que ce choix de titre répond à quelque chose de plus profond.
Alors d'abord, c'est une sorte de jeu de mots par rapport au célèbre livre, ou pas célèbre, de Simon Ça Leys. dépend des générations. Ça dépend des générations. Dans ma génération, c'était célèbre. Expliquez peut-être pourquoi. J'explique. Simon Leys, c'était Pierre Ryckmans, c'est un sinologue belge universitaire qui, au début des années 70, en 1971 pour être précis, au moment où il y avait une véritable maolatrie en Occident, en Europe occidentale, peut-être moins en Amérique, je ne sais pas, sur la personne de Mao, a publié un livre détonnant qui s'appelait Les habits neufs du président Mao, où il montrait que le système maoïste était un système massivement criminel, sans doute entre 60 et 80 millions de morts qui sont dus au communisme chinois façon Mao, et donc où il déshabillait en quelque sorte la figure de Mao. Alors le terme de Simon Leys venait lui-même du comte d'Andersen. On se rappelle ce conte où dans un royaume imaginaire, un charlatan vend au souverain un habit qui est un habit invisible. Alors le souverain, très fier, va sortir dans la rue avec son habit invisible. Et évidemment, il est nu. Et il y a un enfant qui, seul, alors que tout le monde est paralysé, l'enfant doit se dire, mais le roi est nu. Voilà. Donc, Simon Leys, vous disiez, le roi est nu, il disait la vérité sur le maoïsme. Alors, je ne me situe pas au niveau de Simon Leys, mais à la toute petite échelle qui est la mienne, j'ai voulu montrer quels sont les habits neufs du terrorisme intellectuel dans la France de 2025. Et par rapport à cet enfant du comte d'Andersen, est-ce que ce n'est pas finalement un appel à un retour à un certain bon sens face à une pression idéologique Bien sûr, forte. c'est aussi pour ça que j'ai mis cette phrase qu'on entend lit en ce moment souvent en exergue, une phrase de Peggy que j'ai mise en exergue, on la lit souvent en ce moment, mais il faut non seulement voir ce que l'on voit, dire ce que l'on voit, mais voir ce que l'on voit. C'est un appel à la lucidité. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc le titre de votre livre, Jean Sévillia, même si nous venons directement d'en parler, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, avec une préface de Mathieu Bocoté, que je remercie également de sa présence, et c'est aux éditions Perrin. Merci.